Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne. On est ravis de vous retrouver pour un numéro exceptionnel. On a fait venir l'intégralité de l'équipe, une équipe d'élite, mais aussi Pierrot. Bonjour Pierrot. Tu es devenu une star à Toulouse cette semaine, Pierrot. Faut croire que la concurrence m'appelle pour débriefer et parler du club en général. N'hésitez pas à aller réécouter, on a mis le lien sur les réseaux sociaux, l'interview de Pierrot par une radio toulousaine en amont de ce prochain match. Raph est là également. Salut Raph. Salut à tout le monde. Lucas est présent. Salut les gars. Et comment ne faire un épisode sans Kams. Salut Kams. Bonjour à tous. Numéro exceptionnel parce que invité exceptionnel, donc vous l'avez forcément vu dans le titre de cet épisode si vous nous écoutez sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur YouTube. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux évidemment. C'est rien de moins que le président du FC Lorient, Loïc Ferry. Bonsoir Loïc Ferry. Bonsoir les gars, bonsoir la taverne. C'est vrai que je dis bonsoir, mais vous nous écoutez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast. Donc pendant une grosse heure, on va discuter, on va revenir évidemment sur l'actu du FC Lorient qui est très très riche ces derniers mois. Et puis on voulait revenir avec vous également sur votre présidence. Ça fait 14 ans, votre 14e saison en tout cas, et connaître un petit peu votre vision pour le futur du FC Lorient. Et on va tout de suite commencer avec une première question. À la taverne, on avait terminé la saison 2 avec un communiqué de presse qui félicitait le staff pour le maintien en Ligue 1 et puis qui précisait qu'il y a une feuille de route qui allait être élaborée pour connaître le futur. Il y a des décisions drastiques qui ont été prises, des changements un petit peu partout. Et on voulait en savoir un petit peu plus sur cette fameuse feuille de route et qu'est-ce qui vous a amené à prendre ces décisions. Bon, écoutez, déjà, bonsoir à tout le monde ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez. Ravi d'avoir cet échange. Donc, pour revenir sur la fin de saison dernière, déjà, le fait de faire une feuille de route, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans. Moi, je pars du principe que quand un des moments clés de l'intersaison, c'est justement la fin de cette saison. Et là, on a eu le bonheur de se maintenir, pas à la dernière journée, mais à l'avant-dernière journée. Et donc, dès l'avant-dernière journée, il y a eu le début d'un travail qui a été de se projeter beaucoup plus concrètement sur la saison suivante. Et donc, ça veut dire échanger, avoir ce qu'on appelle une feuille de route, c'est-à-dire regarder l'effectif existant, écouter les desiderata du coach, écouter les avis de la cellule, de la direction sportive, et puis faire en sorte qu'ensuite on arrive à faire concilier d'un côté les intérêts, les contraintes économiques, et de l'autre côté les nécessaires besoins d'évolution ou d'upgrade, comme on dit, sur certains postes. Donc, c'est ça qu'on appelle la feuille de route. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en fin d'année? Il s'est passé qu'on a d'abord souhaité fêter ce maintien et avoir un temps d'échange. Donc, moi, après le dernier match, j'ai rencontré, comme je le fais tous les ans avec le directeur général, on a rencontré l'effectif, on a le staff, et puis on a eu même un dîner assez sympathique avec Christophe Pellissier pour marquer le coup, parce que c'était pas si on se remet, alors, je sais plus exactement les dates parce que maintenant le temps passe, mais si on se remet, je crois que c'est en février, il me semble, ou fin janvier, on était mal et tout le monde nous enterrait et il fallait tout changer et ainsi de suite. Et puis voilà, on a réussi ce maintien qui, quand on voit les clubs historiques qui sont descendus, c'était pas une petite affaire, l'an dernier. Donc pour moi, il y avait un temps de la célébration et puis après il y avait un temps de la célébration. On a fait un barbecue très sympa avec toutes les forces vives du club, donc pas seulement les joueurs et le staff, mais aussi tous les employés du club, les membres du centre de formation et ainsi de suite. Et donc ça, c'était le dimanche, le lundi. Et puis après, effectivement, j'ai dû faire ce communiqué en étant rentré à Londres, en disant que parce qu'il y avait effectivement beaucoup de bruit autour du club, que ça vienne des forums, que ça vienne de la presse et ainsi de suite. Et donc, c'était un moyen de dire, écoutez les gars, on se calme, nous on bosse. Et puis
Et puis on prépare cette feuille de route. Et cette feuille de route, c'est un travail qu'Arnaud Tanguy a mené avec le coach, avec la direction sportive, et puis pour aller vers je dirais, un plan de route pour le mercato, en fait, hein, qu'on sache où on va, qu'on puisse dire aux joueurs, lui, toi, tu as un bon de sortie, toi, tu n'en as pas. Voilà, donc ça a été tranquillement élaboré. Et ça coïncide aussi avec le moment où les uns et les autres partent un peu en vacances, parce qu'au début de cette période-là, il y a des gens qui ne peuvent pas partir en vacances le reste de l'été parce que mercato et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui étaient en vacances à droite à gauche. Et puis, moi, je l'ai expliqué, donc peut-être mettre des mots, je l'ai expliqué dans différentes interviews, mais c'est que en fait, on a vécu 3 ans ensemble avec Christophe Pélissier et son staff. Et on a fait 3 sur 3 en termes d'atteindre des objectifs et autres. Les 2 dernières années ont été particulièrement psychologiquement difficiles parce qu'on est passé par des hauts et des très très hauts et des très très bas. Parce que quand vous regardez la phase retour de la première saison en Ligue 1 et le début de la deuxième saison en Ligue 1, enfin pas la deuxième saison en Ligue 1, mais de notre retour en Ligue 1, sur cette année civile-là, je crois que jusqu'en octobre, on est 5e sur tout le championnat. Donc, ça prouve qu'on avait à la fois un effectif, un staff et ainsi de suite qui était très compétitif. Et puis, une inconstance qui fait qu'on s'est retrouvé dans des situations. Alors, il y a des explications, hein, il y a des blessures, il y a des suspensions, il y a des indisponibilités longues. Voilà, donc il y a des facteurs objectifs pour expliquer tout ça, mais d'une manière générale, quand même, une année très dure pour les joueurs, parce que les joueurs n'ont pas lâché, ils sont restés unis, ils sont restés soudés. Et le club est resté uni, ce qui est d'ailleurs, on doit être, je pense, un des rares clubs qui n'a pas changé son coach l'année dernière en ayant été dans le bottom, les 3 du bas de manière assez prolongée. Et c'était pareil l'année d'avant. Donc, je pense que le club aussi s'est très bien comporté et a su gérer cette situation-là. Et donc, après c'est vrai qu'au retour à Londres, moi, j'ai commencé à me poser une question qui était l'année qui arrive est effectivement très importante. Et est-ce que j'aurai la même capacité en fait à être 250% derrière le staff et le coach, puisque malheureusement, quand on ne peut pas changer tous les joueurs, c'est souvent le staff qui fait les frais. Et à cette question-là, c'était moins dans l'évidence. C'est-à-dire que on a eu 3 années qui ont vraiment été très très bonnes. Moi, j'ai toujours eu une très bonne relation avec Christophe Pélissier et c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, j'ai écouté une de vos émissions où vous le mettiez très haut dans la hiérarchie des entraîneurs historiques du club. Et je pense que vous avez raison, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment Qui a marqué le club. qui a vraiment quelque chose, qui a marqué le club, qui ramène le club en Ligue 1. Et on voit parler au Havre ou même à Auxerre, qui a mis des années et des années pour remonter. Je veux dire, c'est vraiment remarquable ce qu'il a fait, parce que de remonter le club, de se maintenir 2 fois derrière. Et donc, on va se dire, mais pourquoi on n'a pas continué? On n'a pas continué parce que je trouvais que les planètes n'étaient pas forcément alignées. Je trouvais que j'arriverais pas forcément à avoir la même constance et le même soutien, et que si au final c'était pour changer en cours d'année, je préférais qu'on ait le temps de préparer ce changement et que quel que soit l'entraîneur qui arrive, il ait ce temps de travailler avec les joueurs. D'une manière générale, je pense que l'effectif était aussi marqué psychologiquement par ces années-là, et que comme vous ne pouvez pas changer tout l'effectif, souvent ça revient à dire si vous ne pouvez pas changer tout l'effectif et vous sentez que peut-être ça va peut-être être dur de faire une année supplémentaire, souvent c'est malheureusement le type de décision. Et voilà, moi je retiens juste que Christophe Pélissier, je pense qu'on pourrait retravailler ensemble dans le futur. Et je retiens aussi que
que c'est quelqu'un qui a rempli ses objectifs, absolument tous ses objectifs au club, et qui humainement a énormément de qualité. Il n'y a jamais eu enfin, entre nous, il n'y a jamais eu de difficultés avec un staff pareil, un staff très fidèle, très, très soudé, mais des gens super, des valeurs, des très bonnes valeurs. Donc, voilà, je sais que les présidents qui m'appelleront pour avoir une idée de comment ça s'est passé, ils auront peut-être déjà la réponse en écoutant la taverne ce soir. Laurent Nicolin, par exemple? Alors, personne m'a appelé, mais je suis certain que bon, il y a un entraîneur à. C'est notre petit pari en interne. Voilà. Mais donc, sur le timing et tout ça, c'est vrai que on peut toujours dire on aurait pu mieux gérer, on aurait pu aller plus vite. Il y a eu peut-être, du point de vue des supporters, on peut se dire oui, il y a peut-être eu 15 jours, on a l'impression qu'il y a eu du flottement et ainsi de suite. Je peux vous assurer que non seulement on n'a pas perdu de temps par rapport à la préparation de l'effectif et ainsi de suite, qu'il y avait une vraie volonté de continuer. C'est-à-dire que quand on a fait ce week-end de fin de saison, quand je suis rentré à Londres et ainsi de suite, pour moi, on faisait la feuille de route, il y avait ça. Et puis la réflexion a évolué. Et au final, voilà, on dit que malheureusement, ça, c'est une décision qui est, je veux dire, personne, peut-être que plein de personnes différentes auraient pris d'autres décisions. Après, il faut juste être quand vous êtes président du club et que vous décidez, parce qu'au final, on n'est pas 25 à décider sur ce type de décision. Évidemment que je consulte mon directeur général, évidemment que j'écoute certains. J'essaye d'avoir des différentes opinions, mais au final, il faut trancher. C'est comme quand quelqu'un m'a demandé une fois, quand vous avez pris Christophe Pélissier, il y avait Gourvenec. En gros, il y avait tout le monde. Enfin, voilà, c'était Gourvenec ou Pélissier. J'ai mal dormi pendant 2-3 jours, et puis au final, tout seul, j'ai pris la décision, et il se trouve que on ne sait pas ce qui serait passé avec Jocelyn Gourvenec, qui est un mec super aussi, avec qui on avait eu des très bons échanges et ainsi de suite. Et au final, c'est des petites choses, c'est des petites décisions, et puis de temps en temps elles sont bonnes, de temps en temps elles sont moins bonnes. Après, à aucun moment, pour moi, la question, c'est vrai que Christophe Pélissier n'est absolument jamais descendu, toujours réussi ses objectifs et ainsi de suite. On peut se dire, il y a une saison terrible qui arrive avec 4 descentes. C'est vrai que c'est une saison difficile, mais bon, déjà, il aurait pu y avoir 4 descentes l'an dernier en terminant en 16e. Si je ne me trompe pas, on serait resté. Donc, première chose. Deuxième chose, je ne pense pas qu'il y a aucune seule équipe en France qui prépare son championnat en disant tu sais quoi, je vais être 16e cette année. Non, en fait, je pense que tout le monde se prépare pour être bien placé dans le championnat des 12 ou 13 clubs qui sont comme nous, quoi. Donc, on peut très bien être 7e, comme on peut être 15e et à la lutte pour le maintien. Et je le pense sincèrement. Je pense qu'en fonction de comment ça se passe, comment les joueurs adhèrent à ce qu'il leur est demandé par le staff technique, comment le mercato se passe, quelles sont voilà, c'est ces petites choses qui font dans une année quelque chose peut basculer, de jouer la 8e place ou de se retrouver dans le pack qui va se battre pour la fin. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est une longue réponse. Voilà. Raph, Pierrot, Lucas, Kams, évidemment, vous n'hésitez pas à intervenir. Je vais vous parler de la Ligue 1 justement à 18. C'est une saison hyper compliquée, en tout cas vu de l'extérieur. Je ne sais pas au sein du club comment ça se présente. Et vous prenez une décision qui a… Nous, ça fait un moment ici dans la taverne, on peut le dire, ça fait une petite saison et demie qu'on sentait que Régis Lebrise était très proche du poste de numéro 1. C'est une saison donc risquée, c'est un peu à qui tout double. Il faut vraiment pas descendre cette année. Et vous faites un petit peu ce pari de Régis Lebrise. J'imagine que pour vous, c'est un pari mesuré. Déjà, c'est quelqu'un qu'on connaît intimement, puisque quand j'ai pris la décision de construire l'espace FCL, je crois que j'ai déjà utilisé cette expression, mais quand vous construisez une nouvelle usine flambant neuve et ainsi de suite, vous allez chercher un directeur d'usine qui est super coté et qui fait ça ailleurs et qui est patron d'usine quelque part. Et à l'époque, j'avais consulté le DTN
de la Fédé, et je lui avais dit, c'est qui le meilleur? En fait, moi, je veux le meilleur. Je veux le meilleur pour demain. Et on m'avait dit, bah, essayez de rencontrer Régis Lebris à Rennes. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Régis, et que ensuite, évidemment, on l'a convaincu. À l'époque, Christian Gourcuff était toujours l'entraîneur et avait aussi des échanges avec lui pour qu'il vienne. Mais ça a été notre choix. En fait, il était là pour la sortie de terre de l'espace FCL. Donc, c'est toute la genèse du projet formateur, développeur du FCL. Il vit ça. J'ai moi eu des contacts avec lui depuis qu'il est au club. Donc, ça doit faire une grosse dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Et donc plusieurs fois par an, en faisant des bilans sur qu'est-ce qui se passe à la formation, les projections des différentes catégories d'âge. Vous regardez les 12 ans, les 14 ans, les 15 ans, et ainsi de suite, les générations. Puis voilà. Et donc c'est vrai que alors ça, c'était pas du tout programmé qu'il devienne entraîneur professionnel. C'était pas en tout cas, c'était pas au départ le projet. Et puis ensuite, il a émis le souhait de faire le DEPF et ainsi de suite. Voilà. Après. Il était sous contrat long, il n'y avait aucune urgence qu'il devienne l'entraîneur principal. Il était lui-même complètement dans le cadre du projet et interagissait aussi très bien avec le staff en place. Donc il n'y a pas eu voilà, c'est juste que moi, quand vous avez l'impression que vous avez un entraîneur qui entraîne depuis 20 ans, qui connaît intimement vos jeunes, que vous avez un club qui est un club formateur, qui se veut formateur, qui a comme objectif qu'il y ait de plus en plus de jeunes, de nos jeunes dans l'équipe première, et que pour survivre, des clubs comme le FC Lorient, ces fameux 10-12 clubs en Ligue 1, ils ont besoin de capitaliser sur leur formation et le développement, et ensuite de voir leurs joueurs partir dans des clubs plus prestigieux. C'est évident qu'il collait pas mal à l'image de ce qu'on voulait, pas l'image, pas seulement l'image, mais de ce qu'on voulait, ce qu'on veut du projet de club, quoi, en fait. Et donc, quand vous connaissez quelqu'un intimement, pourquoi aller chercher? Moi, j'ai trouvé sur mes 14 dernières saisons que l'acte le plus difficile, c'est de choisir un entraîneur. C'est vraiment l'acte le plus difficile. Alors, il y a peut-être aussi la décision de se séparer d'un entraîneur, mais choisir un entraîneur, c'est vraiment très difficile. Et donc, là, il y avait, à partir du moment où j'étais moins, où j'avais pris cette décision que je pensais qu'on était au bout d'un cycle pour l'instant sur ces 3 années-là qui avaient été très satisfaisantes, et que je préférais qu'on s'arrête dans le positif et et avec les objectifs atteints avec ce staff-là. J'ai pas voulu m'embêter. On m'a présenté des tonnes d'entraîneurs, ainsi de suite. J'ai plus personne. Enfin, je veux dire, moi, à partir du moment où on avait décidé que on voulait entamer un nouveau cycle, je voulais l'entamer avec Régis. Donc pour moi, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute que les gens disent il est jeune et ainsi de suite. Oui, ça fait 20 ans qu'il entraîne. Il a eu des excellents résultats avec les jeunes. Après, ça ne s'invente pas. Après, tous les feedbacks qu'on a eu aussi des différents formateurs du DEPF et ainsi de suite ont été très, très, très élogieux. Donc après, voilà, c'est un métier, il faut le vivre et ainsi de suite. C'est certainement un jeune entraîneur, donc il y aura peut-être des situations nouvelles, il va peut-être faire des erreurs et ainsi de suite. Mais bon, moi, je suis ravi que là, on ait fait ce choix. L'effectif, en tout cas, pour l'instant, est particulièrement très réceptif à son discours. Et après, c'est pas possible. On a fait un match et il y en a beaucoup à venir. Et chaque match sera un match d'enseignement supplémentaire. C'est des gens qui travaillent. C'est comme le staff précédent. C'est par le travail qu'ils se font. Et moi, c'est la valeur numéro 1 que je mets en exergue au club, mais aussi dans toutes les entreprises où c'est que voilà, il faut du travail, du collectif, et puis généralement quand on travaille bien et qu'on travaille bien en groupe, on a des résultats. Donc je suis assez, je suis content des débuts de Régis et de son staff, et évidemment le temps dira, tout ça s'évaluera à l'épreuve du temps. Lucas? Donc justement, il est assez proche de notamment Aziz Madi Lemoigne depuis plusieurs années.
qui s'occupait notamment du recrutement au niveau du centre de formation. Aujourd'hui, il prend le poste de directeur sportif. Donc déjà, est-ce que c'est un choix de Régis Lebris? Et donc, est-ce qu'il va être accompagné dans les futures années, enfin non, même récemment, justement pour débuter à ce nouveau poste qu'il ne connaît pas? Et donc, comment vous voyez ce changement qui est quand même important en termes de directeur sportif au FC Lorient? Alors, déjà, donc juste pour préciser deux, trois choses. Donc, déjà, on a parlé du Christophe Pélissier de son staff, on peut parler de Christophe Leroux, qui a passé pas mal de temps au club. Et donc là, on était à la fin d'un cycle aussi. Et donc, il y a eu une décision commune d'arrêter là. Et donc, techniquement, Aziz n'a pas remplacé Christophe Leroux, hein, il est en charge du projet sportif. Donc, il n'y a pas techniquement de directeur sportif au FC Lorient. Par contre, Aziz a un rôle prépondérant en interaction évidemment avec Arnaud Tanguy, donc qui est le directeur général, qui a vraiment une grosse connotation sportive par son expérience et puis par historiquement tout ce qu'il a fait dans les différents clubs où il était. Et évidemment, Régis, puisque Aziz est quelqu'un qui a travaillé au centre de formation, qui a recruté pour le centre de formation, et par contre, que nous avions promu l'an dernier au sein de la direction sportive. Donc, il était l'adjoint de Christophe Leroux, avec en charge évidemment la direction sportive du centre de formation. Et donc là, c'est un rôle qui est très important parce qu'il connaît très bien le fonctionnement de Régis Lebris. Donc quand on identifie des cibles, il aura d'autant plus de facilité d'évaluer on va dire la possibilité de cohabitation, ou en tout cas l'adéquation entre les valeurs du joueur, le style du joueur, pas juste sportivement, mais aussi humainement, et ce qui est attendu en termes de travail, d'investissement, d'attitude par Régis, avec qui l'accompagne depuis maintenant de nombreuses années. Donc voilà, et c'était bien un choix d'Arnaud Tanguy, hein, donc c'est pas un choix du coach, c'est un poste qui est très important dans un club et qui a été un choix d'Arnaud Tanguy et que j'ai évidemment supporté puisque j'avais été d'ailleurs très, très favorable à l'évolution du rôle d'Aziz l'an dernier. L'actualité du FC Lorient, c'est évidemment aussi le mercato. Alors, on ne va pas vous demander qui est-ce qui va signer au FC Lorient demain matin, parce que vous ne nous répondrez pas, évidemment. Par contre, on aimerait un petit peu revenir sur les objectifs de ce mercato. En tout cas, on sait qu'il y a un effectif pléthorique. Il va falloir, on imagine en tout cas, dégraisser, comme on dit vulgairement. Et puis, connaître un petit peu vos priorités dans ce qui reste là du mercato, en espérant que au soir du mercato, quand on fera notre Fairy Time, vous nous préparerez une petite surprise. Alors, donc déjà, je pense que il y en a eu une belle aujourd'hui, surprise, parce Oui. que vous avez donc le joueur de Monaco, le jeune joueur de Monaco là qui était sollicité par pas mal de clubs, et je pense qu'il faut mettre en avant le travail d'Aziz et d'Arnaud sur ce dossier, et en particulier d'Aziz qui a passé pas mal de temps avec le joueur et son agent pour justement mettre en avant le projet du club, mettre en avant ce qui se passait aujourd'hui. Et c'est vrai que de l'extérieur, en tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui sont particulièrement intéressés par ce qui se passe au FCL, parce que je pense qu'il se passe quelque chose. Après, les objectifs, on avait un objectif principal, hein, qui était d'ailleurs assez clair, et il ne fallait pas avoir fait Polytechnique du foot pour voir que ça devait être un objectif. C'était surtout de renforcer la ligne défensive, puisqu'on a pris énormément de buts l'an dernier. Alors, prendre des buts, c'est pas que les défenseurs, c'est aussi l'animation, c'est aussi la tâche défensive des joueurs offensifs, et ainsi de suite. Mais
sur la ligne arrière et gardien ligne arrière. Aujourd'hui, on a plutôt bien travaillé. Alors encore une fois, l'avenir le dira. Et si on se met 2 ans en arrière, on avait aussi recruté des défenseurs qui ont peut-être pas qui n'ont pas été au niveau des attentes qui étaient les nôtres à l'époque. Donc, ça ne veut pas dire que d'ailleurs les joueurs qui ont été recrutés il y a 1 an ou il y a 2 ans, qui sont encore au club, ne peuvent pas nous être en concurrence avec les nouveaux. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que en tout cas, il y avait eu une identification de ces postes défensifs comme une priorité du mercato. Donc voilà, on a recruté à gauche, on a recruté à droite, on a recruté maintenant un défenseur central, on a recruté un gardien. Donc à peu près tous les postes sur l'axe, il y a eu qu'une recrue, mais c'est vrai que c'est des éléments importants. En tout cas, c'était les objectifs de notre mercato. Et un dernier sujet, en tout cas d'actualité brûlante, et là, ça va être un superbe jeu de mots. On est obligé de parler un petit peu de la pelouse. On ne va pas y revenir 8 jours. Je pense que nos auditeurs savent un petit peu de quoi il en retourne. Si on peut connaître un petit peu les coulisses de la décision qu'a provoqué le report de la pelouse. Moi, à titre personnel, je suis un peu dégoûté. Je viens au Moustoir 2 fois par an, grosso modo, et je devais de là contre Lyon. Et c'est fini. Là, voilà. Bon, alors, ce qui est triste, c'est qu'il y avait vraiment. Déjà, le stade aurait été à guichet fermé. Vous savez qu'on n'est quand même pas à guichet fermé toutes les. Donc, je suis très pote avec les gens de La Rochelle, du foot, du président au directeur général et ainsi de suite. Et eux, ça fait plusieurs années qu'ils jouent tous les matchs à guichet fermé. Donc ça, c'est mon grand rêve, c'est que tous les matchs du FC Lorient se jouent à guichet fermé. Arnaud Tanguy le sait et on travaille pour ça. C'est l'attractivité du club, c'est la fanbase, c'est l'accès au stade, c'est le confort au stade et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Là, 15 août, premier match 14 août, on devait être à guichet fermé. Moi, l'année dernière, il y a eu 4 guichets fermés. Bon, c'était le premier de l'année. Et malheureusement, donc, ça n'a pas pu avoir lieu. Et il y a beaucoup de gens qui, comme vous, sont uniquement pendant la période estivale sur Lorient parce qu'ils travaillent loin ou ils vivent loin. Et donc, c'est évidemment ceux-là et tous les autres qui étaient très déçus. Moi, j'étais le premier déçu parce que je me réjouissais de retrouver tout le monde au stade. Alors, qu'est-ce qui on veut s'est les passé infos en coulisses. Ouais. Alors, les infos en coulisses, je pense que tout est un peu plus ou moins, tout a plus ou moins été dit. Ouais. C'est qu'en gros, ça fait plus de 50 ans qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Festival interceltique qui a lieu à Lorient, donc le FIL. En 2016, quand on a installé la nouvelle pelouse hybride au Moustoir, il y a eu tout un travail de réactualisation des protocoles et de renforcement des protocoles qui ont été réfléchis et validés par le FIL, la ville et Sporting Sol. C'est pas le FC Lorient qui organise le FIL, pour être très clair. Sporting Sol, c'est le prestataire qui est en charge des pelouses pour le FC Lorient, qui travaille avec le FIL et les services de la ville sur ce sujet-là. Voilà, en 2022, donc pour ce qui se passe de cette année, il devait y avoir un débâchage intégral après 2 jours. Compte tenu de l'état du terrain le 8 au débâchage, le terrain avait souffert, il avait souffert, mais il a souffert comme plein d'autres terrains. Je sais pas si vous avez vu le match à Montpellier, à Ajaccio et ainsi de suite. Ils ne sont pas beaux les terrains à cette période. Il avait souffert parce qu'il fait chaud, voilà. Donc ça, il fait chaud, le réchauffement climatique. Le FC Lorient n'est pas responsable du réchauffement climatique. Maintenant, si tout le monde pouvait se mobiliser pour que justement le réchauffement climatique aille moins vite ou en tout cas soit endigué, déjà on se porterait tous mieux en tant qu'être humain sur cette terre, mais en plus peut-être qu'on pourrait jouer un peu au football le plus souvent au mois d'août. Mais donc comme il y a eu des choses, on a vu le 8 que la sécheresse et ainsi de suite avait fait plus de dégâts que d'habitude. Il y a eu des mesures complémentaires qui ont été apportées à ce fameux protocole. La ville a mobilisé des équipes pour mettre en place une aération plus grande de la pelouse.
un arrosage du terrain en règle avec toutes les restrictions qu'il y a dans les nuits du mardi 9 jusqu'au vendredi. Donc la mairie, enfin les équipes municipales, Sporting Sol et ainsi de suite ont travaillé vraiment très bien. Et d'ailleurs, entre le 8, parce qu'il y a eu des mesures qui ont été faites le 8, entre le lundi 8 et le vendredi 12, ce fameux vendredi 12, les mesures ont été radicalement différentes. Après, qu'est-ce qui s'est passé et c'est pour ça que je voulais le dire, c'est que le 12, on est aux normes de la Fédé. Donc, on joue la Ligue, on joue les matchs de la Ligue. Oui. Ça suffit pas d'être aux normes de la Fédé. La norme de la Fédé, c'est si tu avais été un match de Coupe de France, il aurait eu lieu parce qu'on était aux normes de la Fédé en termes de. Il y a des tests de dureté, il y a des termes alors je connais pas tous les termes Torsion, techniques. Je je crois que crois. c'est Clegg, voilà, de torsion, de dureté et ainsi de suite. Torsion, Et donc, rotation. sur ces et qui sont pris à pas mal d'endroits sur le terrain. Et ce jour-là, le 12, il y avait quelques endroits sur le terrain où on était légèrement au-dessus de la norme Ligue, mais on était complètement dans les normes FFF. D'accord. Mais quand je dis légèrement au-dessus, c'est pas 50% au-dessus, c'est 10% au-dessus, 5% au-dessus sur quelques endroits du terrain. Donc, vu l'amélioration qu'il y avait depuis le lundi, vu qu'il restait 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, qu'on jouait le dimanche, en tout cas, nous, on pensait qu'il y aurait une autre mesure qui serait faite le dimanche matin. Et voilà, bon, il y a eu beaucoup de pression. Je ne vais pas en rajouter. J'ai dit ce que je pensais. Je veux dire que nous, on puisse penser qu'on va sacrifier nos joueurs parce qu'on pense qu'ils vont se blesser et qu'en face, une équipe qui a 3 fois plus de joueurs que le FC Lorient puisse penser qu'on veut juste blesser leurs joueurs. Enfin, moi, voilà. J'aime autant mes joueurs que les joueurs adverses et que, je veux dire, si c'était dans les normes de la Fédé, je ne vois pas pourquoi on n'a pas pu jouer. Bon, après, il y a une décision qui a été prise par la Ligue, par la commission des compétitions, qui a été assez bien préparée par les coups de fil des différentes parties. Et au final, il y a eu cette décision de reporter. Voilà, donc ça fait plaisir à personne parce que je pense qu'honnêtement, tout le monde voulait jouer. Personne ne voulait jouer sur une pelouse moche, mais tout le monde voulait jouer parce que ça va créer une semaine de plus à 3 matchs. Alors, on ne sait pas si ça va être le 7, le 14 ou une autre semaine, mais en tout cas, il y a déjà une semaine à 3 matchs début septembre. Il y aura peut-être une deuxième semaine, soit dans la foulée, soit une semaine après. On espère tous que ce sera plutôt le 14 que le 7. Mais voilà, donc après, il y a pas. Alors, la seule chose, c'est que a priori, pour le 28, il y aura une pelouse intégralement nouvelle qui va être installée. Donc ça c'était pas non plus complètement prévu, mais voilà. Donc si on peut faire le guichet fermé contre Clermont le 28 avec une pelouse neuve, ça sera super parce que je pense que tout le monde sera ravi de réaccueillir le FC Lorient à Lorient. Et donc, j'espère que tout ça va bien se passer. On continue un petit peu sur l'actualité du FC Lorient. Il reste 2-3 questions sur ce sujet avant de revenir un peu sur vos années de présidence. Raph, tu avais une question à poser. Oui, d'ailleurs, la réception de Clermont, ça sera le premier match à domicile pour Lorient pour cette saison-là. À la taverne, on se posait juste la question sur la communication sur les différents joueurs qui ont pu être en fin de contrat et pas des moindres, puisque on a Lemoine, Morel, Ergo. On sait que le club a pu communiquer typiquement sur Mendes, mais pas sur ces 3 derniers. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu des discussions avec ces trois joueurs? Est-ce qu'il y a eu des choix pris, etc. Et est-ce qu'il y aura une communication officielle pour remercier ces 3 joueurs, notamment pour la trace laissée au FCL? Oui, alors donc ça c'est moi dès quand j'ai rencontré les joueurs le dernier week-end donc de la saison, que ça soit Fabien ou Jérémy qui ont fait de nombreuses années au club. Après Ergo et Mendes ont aussi énormément contribué à ces belles années. Je leur ai dit que, voilà, pour Fabien, il n'y avait pas eu de décision prise, donc quand je l'ai vu, donc la décision, elle faisait partie de la feuille de route.
Pour Jérémy, a priori, la décision était prise. Donc ça, on lui avait indiqué qu'a priori, on ne continuerait pas. Donc c'était la tendance qui lui avait été indiquée. Et je lui ai dit, comme ça n'a pas été fait avant le dernier match à la maison, qu'on souhaiterait l'honorer à un moment pour justement célébrer ça et que célébrer son passage au club, son double passage au club, le temps qu'il y a donné. Et voilà, c'est un enfant du club. Donc, et pour Fabien, qui a été le capitaine de la montée, qui a passé 5 ans, 5 saisons au club, c'est la même chose. Alors, je ne lui ai pas dit au même moment parce que à cette époque-là, la décision concernant sa prolongation ou pas n'avait pas été prise et c'est pas au président de décider est-ce qu'on prolonge ou pas un joueur. Enfin, ce que je lui ai dit, c'est qu'il y avait une tendance, en tout cas au club, à souhaiter qu'il reste dans l'écosystème du club, que ce soit sur le terrain ou ailleurs. Et dans un deuxième temps, je l'ai revu quand je suis repassé en juillet à Lorient. Et là, je l'ai revu après que, au niveau de la direction sportive et du coach, donc Régis Lebris, après que Régis l'ait rencontré, et ainsi de suite. Et là, il y a une décision qui a été prise, qui était de ne pas prolonger, de ne pas le prolonger sur le terrain. Mais par contre, on lui a fait part d'une proposition pour continuer au club, pour une reconversion au club, sachant que si lui joue encore un an ou deux, cette reconversion, il viendra la faire après. Et s'il ne joue pas, s'il accepte le principe de cette reconversion, ce qui semblait être son cas, à ce moment-là, il sera avec nous un peu plus tard cette saison. Mais je crois que voilà, il va attendre la fin du mercato pour voir si je sais qu'il s'entraîne et il s'entretient physiquement. Et puis s'il décide de mettre un terme à sa carrière, j'espère que on aura le plaisir de le voir évoluer au sein du club avec un rôle qui sera construit autour de lui. Dernière question. Donc la réponse à votre question, c'est que oui, en tout cas, oui, il y aura un moment où vis-à-vis des joueurs, on souhaitera les honorer. Donc je ne sais pas si ça sera contre Clermont parce que peut-être qu'ils seront encore dans ils auront peut-être déjà signé quelque part en tant que joueurs mais en tout cas, c'est clair que ces deux joueurs, pour ces deux joueurs-là, ces deux joueurs qui ont vraiment laissé une trace à Lorient. Pour ce qui est de Mendes, Mendes, on aurait aimé qu'il prolonge l'aventure chez nous. Hein, ça a été une discussion. Il n'y a pas beaucoup de joueurs sur les 14 dernières années qui sont partis libres du FC Lorient. J'espère qu'il sera aussi et Kevin Monet-Paquet et Morgan Amalfitano pour citer les deux principaux. C'est vrai que je lui souhaite d'avoir autant de succès que ces deux-là, mais je regrette sincèrement qu'il n'ait pas prolongé. Je pense que ça fait quelques années qu'on lui proposait de prolonger. Il a failli partir à la Juventus il y a un an. Voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui aurait pu possiblement donner un autre tournant à sa carrière s'il avait prolongé chez nous. Bon, il l'a pas fait et c'est pas grave. Voilà, je lui souhaite le meilleur. Et pour Jérôme, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, j'ai cru entendre que peut-être il serait à Toulouse. Non, je sais pas si c'est chez vous. J'ai lu que il y avait peut-être une possibilité qu'il joue à Toulouse. En tout cas, c'est un super mec qui a été très 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 important, surtout l'année dernière, et puis qui a été dans le vestiaire cette année aussi. Et voilà, donc c'est des bons gars, vraiment des très bonnes valeurs. Mais bon, après la trace laissée à Lorient, c'est sûr que Fabien Lemoine et Jérémy Morel ont partie de l'histoire. Après, Jérôme Ergaud, il est rentré dans le cœur des supporters pour son parcours un peu atypique. Puis c'est le but contre Metz qui nous presque maintient avec celui de Chalobah la dernière journée. Mais il est rentré dans le cœur des supporters et on sait que le Moustoir l'a dans son cœur. Je vous pose une dernière. Jérôme, il sait, et je lui ai dit d'ailleurs, il sera toujours le bienvenu. Il sera toujours le bienvenu à Lorient. Et si jamais il est avec nous un jour à Lorient, on l'invitera évidemment et puis il fera un coup d'envoi ou en tout cas il sera salué. Il sera salué comme il le faut par les supporters.
Bien entendu. Samedi soir. Dernière question sur l'actu. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans l'actu football sur cette dernière question avant de revenir sur vos années de présidence, qui est le gros morceau de cette interview, on va dire. La Ligue 1 passe de 20 à 18 clubs. On sait que vous êtes au bureau de la Ligue, donc évidemment, vous avez, et en tant que président d'un club pro, vous avez évidemment votre mot à dire. On sait ce que ça implique positivement, c'est plus de revenus pour les clubs. Donc déjà, évidemment, c'est bien si on se maintient en Ligue 1. C'est un petit peu moins bien si on se maintient en Ligue 2. Simplement, avoir votre avis sur ce passage de 20 à 18 et oui, voilà, votre avis là-dessus. Bah, écoutez, moi, je ne vais pas vous dire que j'étais extrêmement pour tout ça. Par contre, il y a eu une conjonction de facteurs et notamment la crise. Oh là, j'ai ma batterie qui fait des siennes. Voilà. Ça ne charge pas. Donc j'espère que je ne vais pas mourir. Là, je vois que ma batterie. Si jamais je me reconnecterai et on coupera. Mais donc par rapport à votre question sur les 18, clairement. On va dire que les clubs moyens de Ligue 1 n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de cette réforme. C'est une réforme qui a été portée par le président de la Ligue avec les clubs européens. Et globalement, ça a été un peu un donnant-donnant sur des questions de partage des revenus entre les clubs européens et les clubs non européens. Et cette évolution qui a été planifiée dans le temps. Alors c'est pour ça qu'elle n'a pas eu lieu tout de suite. En fait, quand la décision a été prise, elle a été planifiée dans le temps de manière à ce que les clubs puissent aussi s'organiser par rapport à ça. Ça fait partie du plan de la Ligue 1 de vouloir être le deuxième championnat européen à l'horizon 2030. Et donc, ils pensent qu'en termes de compétitivité, pour préserver les clubs européens au niveau des compétitions européennes, il faut avoir un peu moins de matchs à jouer, il faut avoir un peu moins de monde. Voilà, donc ça a été quelque chose qui a été très dur à porter, vu qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient comme nous, qui n'étaient pas chauds à cette idée-là. Et puis, voilà, ça a été je dois dire que il y a eu pas mal de concessions qui ont été faites par les gros clubs pour que ceux-ci puissent arriver et en échange qu'il y ait un peu plus d'égalité dans les modalités de répartition et ainsi de suite. Donc, évidemment que c'est dur. Là, cette transition est difficile. Je pense qu'une fois que ça sera fait, si vous n'êtes pas dans la charrette, c'est sûr que vous serez mieux. Maintenant, la probabilité de descendre restera très élevée parce qu'il y aura moins de clubs et il y aura toujours 2 descentes et un barrage. Donc, il y aura plus de probabilité de descente de manière constante. Donc, ça veut dire qu'on va être voilà, c'est que rester dans l'élite du championnat français, ça va être difficile et il faut bien travailler. Et puis après, des clubs comme les nôtres, sur une période de 10 à 15 ans, peut-être que voilà, il faut aussi se dire que même si c'est pas ce qu'on veut, et c'est pas pour ça qu'il faut aussi se dire que être en Ligue 1, c'est superbe, il faut en profiter, il faut vivre chaque match à fond. Que ça peut arriver de descendre et il faut avoir un club suffisamment fort avec justement des réserves et une formation suffisamment forte pour justement pouvoir être capable de revenir et de remonter parce que la probabilité de monter, pour le coup, elle augmente. Là, s'il y en a 2 qui montent et un barrage et qu'il n'y en a que 18, la probabilité de monter augmente. Donc, voilà. Maintenant, on va tout faire pour pas descendre et puis on va essayer aussi d'être mieux positionné dans cette Ligue 1 de manière à pas vivre un stress permanent parce que c'est vrai que pas se faire peur chaque année. C'est particulièrement difficile. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de passer justement maintenant à la deuxième partie. On a fait un petit peu le tour de l'actu du FCL. Pas de questions sur Bamba Dieng, désolé les auditeurs. Et on va revenir justement sur ces 14 saisons de président. Raph, tu avais une question pour commencer. Ouais, sur ces 14 saisons, du coup, on aurait aimé avoir un peu votre regard sur vos premiers pas. Aussi, comment vous avez pu vivre cette descente en Ligue 2. Et puis, en 14 ans, est-ce qu'il y a 2 Loïc Ferry, le Loïc Ferry d'il y a 14 ans et celui aujourd'hui? Enfin, du coup, vous avez également une entreprise par ailleurs. Enfin, j'imagine que du coup, vous avez pris de l'expérience aussi avec ce nouveau secteur d'activité. Donc voilà, c'est en gros essayer de faire une sorte de rétrospective un petit peu sur ces 14 dernières années.
Ouais, bah écoutez, c'est passé vite quand même, parce que moi je me rappelle très bien début août, je pense que c'était début août 2009, mon premier match c'était à Lille, qu'on a gagné d'ailleurs en premier match du championnat, je crois que peut-être 3-2 de mémoire. Et puis ensuite, premier match au Moustoir, but de Koscielny à la dernière seconde de la tête sur son premier match à la maison pour faire 2-2 contre Montpellier. Donc, je crois aussi que le score, après je peux Ouais, me c'est tromper, ça, mais j'étais au je pense stade, que c'était c'est bien ça. ça. Vous étiez au stade et c'était devait être tout dans les arrêts de jeu. Donc, je pense que voilà. Et d'ailleurs, Koscielny qui a marqué cette saison-là. Donc oui, j'ai l'impression que c'est passé vite quand même, même si ça fait beaucoup de matchs. J'ai pas compté les matchs, mais ça fait beaucoup de matchs. Et donc par rapport à ça, il y avait beaucoup de questions dans vos questions, donc je sais pas trop comment y répondre, mais C'est un métier de est-ce poser des que questions, qu'il Raph. y a Ouais, est-ce qu'il y a deux Thierry, déjà, c'est sûr que quand vous avez 14 ans d'expérience, c'est mieux enfin, c'est mieux. Si En je tout peux cas, me permettre, je vous vais réagissez pas. préciser la question. Ouais, Excusez-moi, je vais préciser la question de Raphaël. allez-y. Vu de l'extérieur, évidemment, on a conscience qu'on le voit de l'extérieur. On a l'impression qu'il y a deux, je vais pas dire de Loïc Ferry, mais deux manières d'aborder un petit peu la présidence. Il y a la première partie jusqu'à la descente. Et après, on a vu un Ouais. changement dans la communication, dans les décisions qui ont été prises, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un changement, justement, cette descente vous a changé d'une certaine façon dans le dirigeant que vous êtes? Bah, le descente, la descente, c'est un traumatisme. Moi, j'aime bien gagner, donc c'est sûr que descendre, ça a été un choc pour le club. J'ai vu des gens pleurer. Je veux dire, c'était devenu, enfin, je veux dire, au final, en plus on descend alors qu'on était revenu bien, quoi. Enfin, je veux dire, au final, on descend parce qu'on se retrouve en barrage à cause d'un but marqué par Caen à Paris à la 94e minute, alors qu'on était bon, quoi. Donc, et là, tout le monde aurait parlé d'exploit et tout le monde aurait dit, bah, finalement, c'était pas aussi nul que ça d'aller chercher un pompier et ainsi de suite. Bon, en attendant, on a voilà, moi, je pars du principe que dans toute crise, il y a une opportunité. Là, il y a eu une opportunité de remettre des choses à plat, de faire aussi un bilan, de se remettre en question. Donc, remettre en question les décisions qu'on a pu prendre, remettre en question est-ce que tout fonctionnait bien au club. Euh, et, voilà, et pour moi, c'était important de redonner un élan parce que quand je dis un traumatisme, il y avait un traumatisme. Enfin, je veux dire, les gens étaient complètement, enfin, voilà, c'était la fin du monde, quoi. Donc, et c'est là où j'ai un peu l'impression que, en fait, moi, ce que je regrette le plus, c'est que ce qu'on n'a pas assez dit, c'est que c'était un miracle, enfin pas un miracle, mais que c'était exceptionnel d'être en Ligue 1, quoi, et que en fait, ça devait pas être ça devait pas être, voilà, il y a pas, on est en Ligue 1, c'est bien, et on est en Ligue 2, c'est nul. En fait, avec des clubs moyens, j'ai envie de dire, les 10 du haut de Ligue 2 et les 14 ou les 12 du bas de Ligue 1, bah, c'est un championnat, et sur 15 ans, 20 ans, enfin, je veux dire, quand on est une institution quasi centenaire, sur 15 ans maintenant, bah, ouais, si vous jouez quelques années en Ligue 2, ça ne va pas être la fin du monde. Il faut juste que le club ne fasse pas faillite, il ne faut pas qu'il soit rétrogradé, il faut pas que, enfin, je veux dire, il faut que tout fonctionne, que tout continue à fonctionner. Et donc, voilà, pour moi, ça a été une opportunité de reconstruire. Je crois que j'ai jamais été aussi présent que les années de Ligue 2 au club. Que j'ai beaucoup apprécié le fait que finalement, après la déception et ainsi de suite, les supporters ont été incroyables. Et c'est là qu'on voit qu'on est un vrai club et que, enfin, je veux dire, ça a été énorme. En Ligue 2, il y avait du monde derrière et ça s'est rapidement vu. Après, on a bien vu qu'il ne suffisait pas d'avoir le meilleur budget, il ne suffisait pas de. Voilà, on est descendu de Ligue 1 en Ligue 2, on n'a pas eu d'inquiétude financière, on a été capable d'avoir le plus gros budget de Ligue 2 pendant 2, peut-être même 3 ans. Je ne sais pas si Lens avait un plus gros budget que nous la dernière année, je ne crois pas. Je crois qu'on a. Donc, en gros, on a été capable d'assumer le fait que voilà, on était costaud et on voulait remonter. Bon, après, tout s'est pas passé comme voilà. Je dois dire qu'on a plutôt sous-performé sportivement les 2 premières années. C'était ce qui a amené un changement.
Mais par contre, on a retravaillé, et ça, pour le coup, le staff, Michael Landreau et Co, a redonné une dynamique. Enfin, en tout cas, il y a eu même si par certains côtés, il y avait des choses qui allaient pas, mais il y avait ce besoin, en tout cas au moment du traumatisme de la descente, de réincarner, de redonner confiance dans un projet club et ainsi de suite. Et ça avait été, moi, je pense, ça a été bien fait. Je parlais du public, je pense qu'on peut aussi parler des partenaires, parce que les équipes du club ont très bien travaillé aussi. On avait des contrats multi-annuels avec des partenaires qui ne nous ont pas quittés, qui sont restés derrière nous. On a même des gens qui ont fait plus que ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient en Ligue 2 et ainsi de suite. Enfin, des entreprises, le groupe Jean Floch a été particulièrement remarquable. Et donc, voilà, enfin, c'est là qu'on voit, c'est aussi dans la difficulté qu'on voit qu'est-ce qu'un club, et que ça soit en interne, mais aussi les supporters et les partenaires, il y a eu vraiment quelque chose. Et puis, on a appris, hein, parce qu'on a bien vu, il a fallu 3 ans pour remonter. Ça paraît une éternité. Ça paraît une éternité, parce que bien évidemment, quand on a fait autant d'années de Ligue 1, on a envie de remonter tout de suite. Et puis après, quand on regarde Le Havre, on se dit, ils ont un très beau club, ils ont une formation, et ainsi de suite, et le camp, et ainsi de suite. Et puis ça galère, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que tu veux pas redescendre. Donc on veut pas y aller. On veut rester. Moi, j'aimerais bien aussi connaître des joies, des choses plus. Voilà, je pense qu'on travaille pour d'aller le plus haut possible. Je pense que c'est possible. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué à mort, c'est que l'année où Montpellier est champion, on a le même budget qu'eux. Donc, je veux dire, après, il suffit, ça montre aussi que, alors, on va dire, oui, mais c'est plus possible maintenant, et ainsi de suite. Mais en tout cas, vivre des saisons exceptionnelles, c'est possible. Et moi, je crois, et c'est ça mon discours aux joueurs, c'est ça mon discours au staff, c'est que si les choses se passent bien, si on travaille bien, il n'y a pas de fatalité, on est capable d'aller faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et voilà, c'est ça qui me drive. Mais le vrai truc, c'est qu'on était tous habitués à la Ligue 1 et qu'on a pris les Anglais disent take something for granted. On a pris la Ligue 1 comme parce qu'elle était là, et puis c'était obligatoire, machin. Et c'est pas ça. En fait, il faut la vénérer, il faut la vouloir, il faut la garder, il faut vouloir la garder. Mais c'est pas il faut savourer. Il faut savourer d'être en Ligue 1. C'est vrai que Lorient, ça reste quand même un club. On en a parlé souvent d'Inter. On a la chance d'être en Ligue 1. Il faut en profiter. Pierrot, tu avais une question? Ouais, j'avais une question. Vous parlez un peu d'objectifs un peu à long terme et de vision. Est-ce que pour vous, c'est envisageable de voir dans les 10 prochaines années le FC Lorient dans une Coupe d'Europe? Enfin, là, faites pas des gros titres derrière, mais enfin, je veux dire, si on on va faire un tweet. Lorient en Champions League dans 8 ans, selon mais non, mais bon, je veux dire, je l'ai dit une fois en 14 ans, j'ai dit j'aimerais bien un jour entendre de la petite musique au stade du Moustoir. Ça a fait le tour de la terre. On s'est dit qu'il avait complètement fumé. Donc, je pense qu'il vaut mieux pas le dire, il vaut mieux bosser. Et voilà, mais je pense que tout le monde, on a le droit de rêver, non? Je veux dire. Mais encore une fois, il y a plein de trucs qui se passent. Regardez la saison que fait Lens. Lens, c'était un promu. Ils ont fait une super saison. Ils ont très bien travaillé au niveau de la direction sportive. Strasbourg également. Moi, je pense qu'on a Strasbourg fait une bonne saison. Voilà, et je veux dire, il suffit de bien travailler. Quand on travaille bien, il faut bien recruter, il faut bien construire son effectif. C'est pas des gens qui ont fait des folies. Voilà. Bon, après, il faut aussi savoir faire et je pense que ça a été noté. Hein, nous, on n'a peut-être pas bien dépensé l'argent, mais on a pris des risques financiers importants, notamment quand on a été promu. Et je pense que voilà, les Mofi, les Gerbic et ainsi de suite, je veux dire, ça a été des énormes investissements pour le club. Donc, on a mis le curseur risque un peu plus haut pour pouvoir, parce que c'est aussi une question de talent, hein, au final. Hein, je veux dire, il suffit pas d'avoir des bons coachs, il faut aussi avoir les talents, et surtout, et la Ligue 1 s'appelle la Ligue des talents maintenant. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible que le FC Lorient se retrouve sur
des quelques années à avoir des passages très, très intéressants. Et on travaille pour ça. Voilà, on travaille pour ça. J'ai aussi choisi un coach qui est très ambitieux. Il ne va pas vous le clamer sur tous les toits, mais c'est quelqu'un d'ambitieux. Et moi, je suis ambitieux. Arnaud Tanguy est ambitieux. On n'est pas là pour se contenter de faire un maintien ou de remonter de Ligue 2 en Ligue 1. Voilà, c'est super. Je veux dire, gagner la Ligue 1, la Ligue 2, c'est super. Je veux dire, en 100 ans, 80, enfin bientôt 100 ans, là, 96 ans, le club n'a jamais été champion de Ligue 2. Bah, on est champion de Ligue 2. Voilà, on pourra dire qu'on a gagné un titre. En plus de celui de la Coupe, évidemment, de 2002, qui est magnifique et que peut-être aussi, je veux dire, vous parliez des 14 ans, bah moi, j'ai évidemment la descente qui est traumatique, mais j'ai aussi les 4 demi-finales de coupe. Enfin, je veux dire, pour moi, Le 4-0 à Thonon, c'est le pire le peut-être. 4-0 à Evian, il est dur. Oh, le match contre Ouais, Lyon. non, je crois que le pire, c'est le vol. Le vol, non, il y a celui contre Lyon où tout le stade chante, on est en finale à la 82e minute et on entre en 2, et puis ensuite 2 de plus en prolongation. Donc il y a celui-là, il est dur. Je peux vous assurer que le fanion de ce match-là, là, je l'ai à la maison et je le regarde souvent, et je peux vous dire que celui-là, il fait vraiment très mal parce que je pense que ça peut changer aussi la trajectoire du club. Ouais, PSG voilà, plutôt, je pense. On perd contre Bordeaux en menant 1-0 avec une carton rouge. Carton rouge de Koscielny d'ailleurs. Ouais, Si, c'est ça. Chamac, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis évidemment, le plus dur pour moi, c'est entre guillemets le vol contre PSG. Ça, pour moi, le péno sur Guerreiro. Voilà, exactement, parce que celui-là, je dis pas qu'on aurait gagné. Le plus dur à accepter, c'est la défaite contre Lyon. Le plus scandaleux, c'est le 4-0 à Thonon. Et j'étais du voyage et je peux vous assurer que je me suis posé 20 fois la question pourquoi on a pris 4-0. Je pense qu'on a pris 4-0 parce que les autres en ont voulu plus et tout de suite, et ils nous ont bouffé. Après, il y a le tir de Jouffre, la première seconde qui passe au ras du poteau, et si on ouvre le score, ça peut être différent. Mais voilà, donc ces 4 matchs-là, ils sont très importants parce que, encore une fois, voilà, amener tout le public lorientais au Stade de France, ainsi de suite. Enfin, moi, j'ai pas connu 2002, les 2 finales et tout ça. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'engouement qu'il y a autour du club, ça serait magnifique et j'ai envie de dire ces choses-là. Maintenant, voilà, donc on a des belles choses à vivre. On a des belles choses à vivre. Je pense qu'on travaille, on essaye de bien travailler. Et puis, il y a des années, on fait des erreurs. Quand on fait des erreurs, on essaye de comprendre pourquoi on les a faites, comment elles sont arrivées là. Si tout le monde n'est pas, il n'y a pas d'impunité non plus. Hein, je veux dire, si on travaille pas bien, on essaye de savoir pourquoi, comment, et ainsi de suite. Et puis, de temps en temps, on change aussi, on change les personnes si ça suffit pas. Et puis voilà. Ouais, enfin, c'est sûr qu'en 14 ans. 14 ans, l'espace FCL peut-être, non, aussi. Quelque chose ouais, ça c'est le fondement du truc, c'est le fondement du projet du club. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé, j'étais parent, enfin je suis toujours parent d'ailleurs, mais parent de sportifs. Et c'est vrai que quand vous avez à vous poser les questions sur quels sont les facteurs qui vont contribuer au développement de votre fils, de votre fille, et pour qu'il progresse et ainsi de suite, moi je peux vous assurer que si j'avais été parent d'un joueur de foot professionnel, enfin d'un joueur de foot qui ambitionnait d'être footballeur professionnel, et que j'avais eu à choisir un centre de formation, jamais de la vie je le mettais à Lorient en 2009. Jamais de la vie. Enfin, je veux dire, c'était insalubre, c'était horrible. Enfin, ils faisaient avec ce qu'ils avaient, hein, mais ils louaient un bâtiment près du Terre. Le club louait un bâtiment à la mairie près du Terre. Il y avait du moisi dans les chambres. Enfin, je veux dire, moi, jamais de la vie je mets mon fils là-bas. Jamais. Et donc, tout de suite, je me suis dit, mais si on va avoir les meilleurs si on va avoir les meilleurs à la sortie, on a plus de chances si on a les meilleurs à l'entrée. Donc, pour avoir les meilleurs à l'entrée, il faut faire quoi? Il faut travailler avec les parents, et pas attendre qu'ils aient 14 ans. Il faut aller travailler avec les meilleurs jeunes de 12 ans et ainsi de suite. Il faut travailler avec les parents et il faut les accueillir dans des endroits où ils vont faire « Waouh, c'est classe, c'est bien, c'est propre, ils vont être bons à l'école. » Voilà. Et donc, on a construit l'espace FCL qui a permis de tout mettre au même endroit. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un petit centre de formation complètement séparé du club. Il n'y avait plus une direction administrative qui était complètement séparée des joueurs. Enfin, il n'y avait pas trois entités, il y avait une entité qui vivait ensemble. Donc, c'était le projet. Pour moi, c'est le fondement c'est le fondement du projet de club, l'espace FCL. Et ça a été dur parce que
Parce que je me suis vraiment battu pour le faire. C'est que quand vous voulez faire un truc comme ça, Ouais, il y a eu je veux quelques dire, blocages entre administratifs, les, etc. les permis, les tensions politiques, vous faites ça à Pleumeur et pas à Lorient et machin, et enfin, pourtant, Pleumeur, c'est quand même l'agglo. Enfin, ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. De la même manière que c'est compliqué aujourd'hui de faire avancer le dossier du stade. Alors là, on a un maire qui l'a pris sous sa coupe, qui l'a dit d'ailleurs publiquement, qui m'a promis qu'il serait là avant la fin de son mandat. Bon, bah, moi, je demande à voir parce qu'il y a quand même des choses, c'est vraiment important que les gens prennent conscience que jouer en Ligue 1, il nous faut que jouer en Ligue 1 ou jouer en Ligue 2, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a un club qui, aujourd'hui, les gens connaissent Lorient principalement par le football. Je veux dire, toutes les études d'image et de notoriété de la ville, c'est par le football. Il y a le fil, évidemment, qui contribue aussi pas mal, mais je pense que pour le pays de Lorient, on est très important. On continue sur les années présidences avant de passer évidemment au futur du FCL. Lucas, tu avais une question? C'était notamment sur Fabrice Boquet. Donc, il a quitté le club récemment, donc après la montée du FC Lorient. Il a notamment apporté une vision différente, notamment avec la culture locale qui est un peu plus mise en avant depuis quelques années. Et donc, on a vu ça au niveau de la communication. Donc, le club se rapproche de ses supporters, se rapproche des collectivités, on va dire, locales. Donc, déjà, comment a-t-il été remplacé? Et comment le club, justement, veut s'appuyer sur son travail là et sur le travail du club au quotidien, sur la culture locale qui est maintenant très importante au quotidien et dans la communication. Bon, alors, il y a plusieurs questions. Donc, sur le départ de Fabrice, c'est quelque chose qui a été anticipé. Puisqu'on savait qu'on était peut-être un peu au bout de notre chemin ensemble. Je pense que Fabrice, c'est quelqu'un qui peut-être aura un parcours entrepreneurial dans le football à un moment. Et en tout cas, c'est quelqu'un avec qui j'ai apprécié travailler, mais en tout cas, le club a anticipé ce départ. Il y a eu une transition qui a été effectuée par Stéphane Ravreau, donc, qui est administrateur depuis très longtemps au club et qui fait du management de transition et ainsi de suite. Donc, qui a été le directeur général du club, malheureusement pour lui, dans une année particulièrement difficile, pleine crise du Covid, accident, moustoir, crise de Mediapro, enfin bon, toutes les joies de cette année terrible qui était donc 2020-2021. Et on a dû faire face à des problèmes sanitaires, des problèmes financiers, donc pas vraiment de marge de manœuvre. Dès le début, un début de saison très difficile et assez catastrophique Voilà, mais on a gardé cette stabilité dans l'organisation. Ensuite, on s'est donné le temps de recruter un directeur général et là, je suis retourné vers quelqu'un que je connais très bien, puisque Arnaud Tanguy, on avait eu le plaisir de travailler ensemble 6 ans auparavant. Il a eu 2 expériences de directeur général au Havre et à Caen. Et donc, je trouvais qu'il avait bien fait sa bosse, roulé sa bosse et ainsi de suite. Et puis, donc, lui qui est breton et qui avait évidemment très envie de revenir au club. C'était pour moi un changement dans la continuité. Vous parlez d'attachement au territoire. Voilà, enfin moi on a des équipes commerciales qui sont particulièrement proches du territoire, avec des partenariats. On a plus de 400 partenaires entreprises, on a l'ambition d'aller jusqu'à 600. Tout ça, ça fait partie de ce maillage du territoire. On a énormément de partenariats avec les clubs amateurs aussi, avec l'Armada du FCL. Donc, encore une fois, tout ça, on appartient à notre territoire, c'est ce côté identitaire. Et donc, voilà, et Arnaud Tanguy, je trouve, certes, c'est une personne différente, mais c'est dans la continuité en termes de justement cet attachement au territoire.
On va faire une petite dernière question sur Loïc Ferry, le président, etc. Cam, si tu voulais parler d'influence. Oui, moi je voulais vous demander quelles étaient vos influences foot, ce qui est plus quelque chose de personnel qui vous est propre en fait. Alors, moi, j'ai pas joué au foot, hein. J'ai pas joué, si c'est ça la question. Moi, j'ai fait du Non, tennis en pardon, excuse-moi, je compétition vais, et je vais j'ai joué préciser au la foot. question Non, de Cam. c'est, Vas-y, Cam, vas-y. c'était plutôt qu'est-ce que vous avez apprécié comme style d'équipe, comme style de jeu, si vous étiez plutôt, je sais pas moi, vous aimiez voir des équipes défensives un peu à l'italienne ou alors des équipes joueuses un peu comme les Pays-Bas ou l'Espagne de 2010 par exemple. Ouais, non, non, ouais, moi, j'aime bien quand il y a des buts, hein, donc je préfère des équipes qui osent, hein, à prendre. Qui osent et qui prennent des risques, hein. Je veux dire, après le pragmatisme de la compétition fait et on le voit beaucoup au plus haut niveau. Vous regardez des finales de Coupe d'Europe ou de Coupe du Monde qui sont parfois les plus bloquées qui existent. Mais non, moi, l'influence foot, ça va être Barcelone, ça va être Arsenal, Arsène Wenger, ça va être Christian Gourcuff, puisque c'est le premier dirigeant premier entraîneur avec lequel j'ai interagi, et il a fait partie des raisons qui ont fait que j'ai décidé de reprendre le club. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de formidable au niveau sportif, mais il n'y avait pas grand-chose au niveau structure, et j'avais l'impression que je pouvais peut-être aider, et c'était un bon moyen pour moi euh, de me rendre utile dans le football. Et donc, on parlait d'espace FCL et ainsi de suite. C'est clair que ça a été ma vision, hein, ça a été mon projet pour le club. Et c'était effectivement j'ai eu cette vision de vouloir mettre tout le monde au même endroit et d'avoir un vrai projet comme des clubs formateurs qui se sont faits comme ça, hein, et, euh, et aujourd'hui, on parle de Lyon comme quelque chose d'établi, et ainsi de suite. Mais en 81 ou 82, quand Aulas reprend le club, je veux dire, c'est quoi? C'est un club de deuxième division dans une grande ville. Alors, c'est une différence par rapport à Lorient et ainsi de suite. On va tout de suite dire que. Mais bon, la vision d'un club formateur, d'un stade, d'infrastructures de haut niveau, d'attirer les meilleurs et ainsi de suite. Bon, bah, à notre petit niveau, on essaye de faire ça aussi. Mais après, voilà. Qu'est-ce qui nous manquerait pour passer un cap d'ailleurs? Infrastructure, organisation, attractivité économique, territoire, des joueurs, centre de formation. Qu'est-ce qui, à vos yeux, peut être le déclic pour faire pérenniser encore plus en fait le FC Ouais, Lorient? bah, regardez Montpellier. Montpellier, ils ont gagné le titre. Ils étaient entre la Ligue 2 et la Ligue 1 pendant longtemps. Ils ont gagné. Bon, ils avaient eu une période faste avant, mais ils ont longtemps été entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Et puis ils gagnent. Une année, il y a Nelchini, il y a un coach, René Girard. Ils ont un joueur. Ils prennent Giroud qui devait signer à Lorient. Ils prennent Giroud et et voilà, qui sait si Giroud était venu avec Koscielny, voilà, peut-être qu'ils avaient joué ensemble à Tours, hein, si je ne me trompe pas. Peut-être que les choses auraient été différentes. Enfin, toujours est-il que Giroud, il était d'accord pour venir à Lorient et ainsi de suite, et puis ça s'est pas fait. Il a choisi Montpellier à la dernière minute. Bon, mais pourquoi je dis ça? On parlait oui, et qu'est-ce qu'il faut pour passer un cap? Bah, regardez Montpellier, derrière, ils ont gagné, ils ont joué une année ou deux. Bon, là, c'était la Champions League, mais bon, si vous jouez la Coupe d'Europe 2-3 ans de suite, bah, je veux dire, il y a quelque chose qui change, il y a un engouement qui change, il y a des partenariats qui changent. Vous, vous nouez des partenariats avec vos entreprises qui vont être plus en rapport avec un club qui joue la Coupe d'Europe. Donc les moyens du club changent un peu. Vous stabilisez un peu. Alors, ça peut être très dangereux, hein, parce que regardez Auxerre qui a joué la Champions League une année, qui est derrière, tous les joueurs ont eu des contrats revalorisés, machin et trucs, puis bam, ils sont retombés très fort et ça fait très mal. Donc, il faut bien gérer ces moments-là. Et voilà, donc, si ça nous arrive, on essaiera de bien gérer. Je ne dis pas qu'on le fera forcément très bien, mais en tout cas, on essaiera.
mais en regardant ce qui s'est fait de bien et de moins bien ailleurs. Mais voilà, pour passer un cap, je pense que moi en tout cas, je perçois que depuis, peut-être depuis, finalement la descente a peut-être été aussi un bien, c'est que je trouve que l'engouement est très sain. Il y a un engouement très sain, que ce soit public ou partenaire, qui est très sain autour du club. Et, euh, et nous, on essaye aussi de véhiculer, voilà, il faut qu'il soit content. On est là pour avoir du plaisir. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche moins bien. Après, on peut être content, pas content de l'équipe, du coach. Voilà, malheureusement, hein, quand ça marche bien, c'est les joueurs, ça va être le buteur et ainsi de suite. Quand ça marche mal, ça va être le coach. Et puis après, quand ça marche très très mal, ça va être le président. Enfin, voilà, mais quand ça marche bien, c'est jamais le président, c'est rarement le coach, c'est plutôt les joueurs et ainsi de suite. Donc, on est dans un environnement où finalement, il faut essayer de ne pas aller au raccourci, même si on est dans l'émotion. Donc, moi, ce que vous me demandez, qu'est-ce qui a changé le plus ces 14 dernières années, c'est que, évidemment, j'ai peut-être, déjà, j'ai un peu vieilli. J'ai perdu, je le disais il n'y a pas longtemps, j'ai perdu le titre de plus jeune président parce que maintenant, il y a Pablo. Donc Longoria à Marseille. Voilà, je suis peut-être un peu plus sage, je suis peut-être un peu moins dans l'émotion instantanée. Donc, je tourne peut-être un petit peu plus ma langue avant de, comme on dit les Chinois, là, qu'il faut tourner plein de fois sa langue avant de parler. Donc, tout ça, oui, j'ai 14 ans de plus, donc forcément. Et peut-être que si je suis encore président dans 20 ans, je serai peut-être encore plus lent à la détente et peut-être plus réfléchi et plus. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup de plaisir, peut-être même encore plus de plaisir à être avec cette équipe parce que j'ai l'impression de pouvoir aussi contribuer plus. Voilà, j'ai l'impression que quand j'ai un jeune coach, je suis capable de lui donner des conseils parce que j'en ai vu certains jeunes coachs. J'ai vu un Michael Landreau débuter, j'ai vu un Sylvain Ripon, même s'il était très expérimenté en adjoint, je l'ai vu débuter aussi. Donc, j'ai vu des choses. Et je suis capable d'utiliser cette expérience-là pour peut-être guider aussi mieux. Je suis aussi capable voilà, quand vous avez, c'est sûr que vous êtes peut-être plus respecté en tant que président quand vous avez 10 ans de présidence que quand vous en avez un ou deux. Et je ne sais pas si Christian Gourcuff, peut-être qu'aujourd'hui, ça irait très très bien avec lui parce que j'ai 14 ans de présidence et j'ai peut-être pas les travers que j'avais en tant que jeune président. Et lui, peut-être qu'il me respecterait un petit peu plus parce que il se dirait, c'est quand même pas trop mal ce qu'il a fait ces 14 dernières années. Et voilà, mais donc c'est ça en fait. Je pense c'est simplement l'expérience, gérer l'émotion, de temps en temps peut-être avoir plus de recul, pas réagir tout le temps à chaud. C'est d'ailleurs intéressant parce que Régis Lebris, donc malheureusement, il est coach, donc il doit faire ses conférences de presse d'après-match et ainsi de suite. Mais je sais que lui, qui met énormément de poids, là, il y en a un qui a l'analyse vidéo, tu me disais, c'est Camille, je crois, qui disait qu'il était à l'analyse vidéo, c'est ça si je me bien... Voilà, bon, donc Régis travaille énormément avec la vidéo et Régis, il m'a dit, moi, on ne va pas débriefer le match après le match. On va le débriefer une fois que j'aurai fait mon analyse vidéo et ainsi de suite. Et là, je vois des choses différentes. Et là, je suis d'accord, on va débriefer ensemble. Et ça, je trouve ça, c'est hyper intéressant parce que évidemment, il n'est pas dans l'instantanéité et ainsi de suite. Vous verriez, on a pris des décisions parfois de recrutement de joueurs sur un mauvais match d'un joueur, ou le deuxième match ou le troisième match de la saison. Moi, je vais pas donner d'exemple, mais en gros, Si, allez-y, n'hésitez pas. on a pris. Non, mais voilà, on a pris, si je me trompe pas, on a pris. Quand est-ce qu'on joue le deuxième match de la saison à Saint-Etienne? Je pense que c'est, je sais plus si c'est la saison dernière ou la saison d'avant, mais enfin, en gros, voilà, on perd notre deuxième match à Saint-Etienne et là-dessus, on prend des décisions. Voilà, et moi, je laisse faire. Je veux dire, mais si c'est à refaire, si j'ai un peu plus de recul, je suis moins dans le truc, je vais dire non. Je vais dire, mais non, les gars, on se calme. On a encore. Voilà, parce que pendant le mercato, on sait qu'il y a une période qui va se refermer et ainsi de suite. Le deuxième match, il est raté. Bon, alors il faut tout changer, il faut changer ça. Et non. En fait, il faut aussi de la cohérence. Et puis finalement, si ce mercato il était fermé au début de la saison et puis qu'il ne se rouvrait pas avant la fin de la saison, moi, je remarque que certains coachs sont 100 fois meilleurs quand le mercato il est terminé. Et donc, finalement, le mercato, c'est bien, mais après, c'est bien aussi de fonctionner dans un environnement où vous avez un groupe
ils ont tous des qualités. Et après, à vous de les utiliser et puis à faire en sorte que ça fonctionne. On va aborder la dernière partie sur le futur FC Lorient. Alors, on avait plein de questions qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder sur la vision que vous avez pour le club d'ici 10 ans. On en a parlé sur les projets. Vous avez parlé du stade, vous avez parlé des infrastructures en général, on va dire. En ce qui concerne le futur du FC Lorient, au-delà du sportif, on sait que le club, le football, comme dirait Mbappé, non, le football il a changé. Le football évolue, les clubs évoluent dans des sphères financières différentes et on observe que quand même les top 5-6 du championnat, c'est des équipes avec des fonds extrêmement puissants derrière. Vous avez, je crois que c'était dans le Télégramme, enfin bref, vous avez donné, ou dans l'équipe, vous avez donné une interview où vous disiez il n'y a pas un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui n'a pas été abordé par des fonds d'investissement ou vous me pardonnez si ce n'est pas vraiment des fonds d'investissement qui ont sollicité les présidents. Des investisseurs, ouais, d'accord. Ouais. Je parlais surtout des investisseurs américains. Voilà, c'est ça. C'était surtout, voilà. On sait qu'avec l'arrivée de CVC, ça a valorisé énormément le championnat. Donc forcément, c'est des opportunités pour un championnat qui est sous-valorisé à l'heure actuelle. Est-ce que le FC Lorient est destiné, est-ce que vous êtes destiné à ouvrir le capital du FC Lorient à des investisseurs si vous voulez performer ou est-ce que vous souhaitez rester seul maître à bord, entre guillemets? J'aimerais bien, en tout cas, tant que j'aurai l'impression qu'on est capable d'être compétitif, avec, on va dire, la base actionnariale actuelle, c'est-à-dire la mienne, voilà, on continuera comme ça. Si un jour j'ai le sentiment que avec un partenaire ou des partenaires qui soient locaux ou internationaux, à la condition que, en tout cas, moi, voilà, je suis engagé dans le projet de club et j'ai envie qu'on continue à progresser. Donc, j'ai envie de continuer à diriger ce club. Maintenant, s'il y a un moyen d'aller plus vite en continuant de diriger le club et d'aller au bout de ce projet avec une ouverture du capital, donc de manière minoritaire, pourquoi pas. Mais la question, c'est est-ce que c'est inéluctable si dans une Ligue 1 ultra valorisée comme c'est ce qui semble se destiner? Je ne crois pas que c'est inéluctable. Je pense que, d'ailleurs, j'ai été là dans l'article, justement, je ne sais plus si c'était le même article, mais en tout cas dans l'article de l'équipe, c'était marrant. On voyait que tous les clubs en Bretagne étaient encore propriété d'entrepreneurs français. Donc ça, c'était assez sympa, c'était assez particulier. Vous voyez, hein, les clubs bretons étaient. Non, écoutez, moi, je ne pense pas que c'est inéluctable. Je pense qu'en travaillant bien, c'est possible. Après, c'est vrai qu'il y a la réalité, c'est qu'il y a une financiarisation du football. Mais là, quand je vais dire ça, les gens vont dire c'est Satan, c'est machin. Non, la réalité, c'est que les gros clubs ont des plus gros budgets, que maintenant les plus gros clubs font quasiment 1 milliard de chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc évidemment que tout ça a des effets, pas que bénéfiques, c'est que la barrière à l'entrée de la compétitivité et ainsi de suite est de plus en plus élevée, que les joueurs, les top joueurs, c'est de plus en plus cher et que c'est de plus en plus difficile de garder nos joueurs. Voilà, quand on va nous dire oui, mais lui, pourquoi vous l'avez vendu, c'est juste parce que c'est impossible de le retenir. Je veux dire, au bout d'un moment, ça devient impossible. Donc, on va tout faire pour continuer comme on fait aujourd'hui et je suis confiant que ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait bien. Il faut avoir un projet, il faut avoir. Vous regardez, il y a des joueurs dans des très grands clubs qui sont sollicités par des grands clubs et bien, ils viennent quand même chez nous. Le joueur de Monaco, parliez de Dieng, et ainsi de suite. Bon, Dieng, il n'est pas chez nous encore, hein, mais non, il n'est pas chez nous et on a beaucoup de concurrence et ça va. Aujourd'hui, je pense que c'est diffusé demain. C'est diffusé demain soir, à partir de jeudi. Donc. Ouais, mais on va dire qu'il y a moins de chances qu'ils viennent chez nous qu'il y a de chances qu'ils viennent chez nous. En tout cas, on y travaille. Mais le fait même que ça soit possible et envisagé, ça montre bien qu'on existe et qu'on a la capacité d'exister. Et le travail que fait Aziz, que fait Arnaud Tanguy, que l'on fait en termes d'attractivité au club. Je veux dire, on a un club aussi où la qualité de vie est la plus intéressante en France. Je veux dire, il faut dire ce qui est. On vit dans un paradis terrestre. Ils vivent où les gens vont en vacances.
avec la canicule et ainsi de suite, il fait moins chaud que dans le sud de la France où c'est impossible de vivre pendant 3 mois. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de chance. Et donc, pour les joueurs, on attire des joueurs aussi par rapport à ce cadre de vie exceptionnel. Donc, voilà. Après, je suis désolé, c'est une longue réponse pour votre question qui était très basique sur est-ce qu'on ouvrira le capital ou pas. Après, c'est vrai qu'il y a un débarquement américain dans la Ligue 1 qui est très impressionnant et qui vient du fait que effectivement de nombreux fonds internationaux et de nombreux investisseurs internationaux ont en gros validé le fait que oui, la Ligue 1, les revenus de la Ligue 1 devraient se multiplier par 2 à 3 fois d'ici 2030 et que donc il n'y a pas beaucoup de marché dans le monde avec une telle croissance et donc il y a beaucoup d'investisseurs américains qui aujourd'hui veulent être dans le foot parce que c'est vrai que la France est un peu bon marché par rapport à d'autres marchés du foot. Et pour continuer sur l'évolution du football, et en tout cas, c'est aussi de la société, on sait que la médiatisation du football va passer par d'autres vecteurs. Déjà, il y a Amazon Prime qui a pris les droits de la Ligue 1, c'est plus des diffuseurs historiques. Et on sait que les réseaux sociaux aussi prennent de plus en plus de place. Les joueurs communiquent directement dessus, les clubs communiquent dessus. Je sais que vous avez fait partie du comité qui a organisé la société commerciale qui vend les droits d'image de la Ligue 1. Il y a une question qui nous taraude, nous, comme créateurs de contenu, entre guillemets, même si on n'est pas brillant. On sait que les grosses ligues américaines rendent les images disponibles aux fans sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., pour créer du contenu à partir de ces images. Est-ce que la Ligue 1 est proche de faire quelque chose comme ça, ou on reste sur un modèle traditionnel de on vend un diffuseur, les images sont bloquées et on peut rien y faire? C'est une question un peu en le plein, diffuseur, le diffuseur, il achète certains droits. Donc c'est sûr que tant qu'il a ces droits-là et que la manière dont les appels d'offres sont faits inclut le fait que le diffuseur va avoir ces droits-là, il ne va pas les remettre dans le domaine public tout de suite. Ça fait partie des réflexions, je pense, tout le service commercial de la Ligue et qui est en train de se structurer encore plus dans la mesure où là maintenant il y a une ambition de développement qui est tellement forte qu'il y a des recrutements un peu partout, des profils internationaux, des bureaux ouverts de la Ligue un peu partout dans le monde. Enfin, c'est une très très grosse ambition sur le projet qui est porté par Vincent Labrune. Et c'est vrai que c'est un peu lui qui a fait amener Amazon. Hein. Enfin, je veux dire, il a porté la Ligue et il a fait un petit miracle, hein, parce que c'est vrai qu'on était très très mal. Canal+ avait récupéré les trucs un peu, on va dire, à la casse. Et, ouais, pas gratuitement, mais à la casse. Et c'est vrai que, voilà, je pense, de ce que je comprends, Amazon est très content d'avoir fait ça. Et je pense que c'est la première fois dans le monde entier qu'ils achetaient des droits du foot. Ils sont très contents de l'avoir fait en France. Voilà, donc moi, ce que je voudrais, au-delà de vous parler d'innovation comme par rapport à la liberté des images, et ainsi de suite, sur ça, j'ai moins d'idées précises, mais je suis sûr que les services de la Ligue pourraient vous répondre. Mais en tout cas, moi, j'ai envie que la Ligue 1 soit précurseur. J'ai envie que la Ligue 1 soit moderne. J'ai envie qu'on voit des choses différentes. J'ai envie qu'on produise le foot de manière différente. Donc moi, je rêve depuis des années qu'il y ait des caméras sur les maillots des joueurs. Je rêve depuis des années que les arbitres soient sonorisés. Je rêve depuis des années qu'on entende tout ce qui se passe, qu'on puisse que le téléspectateur, plutôt que de regarder une image qui lui est présentée, puisse zapper. Tiens, je vais regarder sur le corner, je vais regarder ce qui se passe de la vue de l'arrière gauche, ou je vais regarder sur le maillot du gardien de but. Voilà, c'est ça, moi, c'est ça le football. Pour moi, le football de V3 3.0, c'est la capacité de vivre le football différemment via des prises de vue différentes et ainsi de suite. Et je trouve qu'il y a un obscurantisme, il y a un immobilisme qui ne vient pas du tout de la direction de la Ligue française, qui est très, juste au contraire, très avant-gardiste et ainsi de suite, mais dans les instances du foot d'une manière générale. En gros, la Ligue ne peut rien faire si la Fédé n'est pas d'accord, si la Fédé ne fera rien, si l'UEFA n'est pas d'accord, si la FIFA n'est pas d'accord, et ainsi de suite. En gros, c'est un immense truc qui fait que c'est très, très, très difficile Et on est sur des matchs qui, aujourd'hui, durent 90 minutes. Donc, dans la culture de l'immédiateté, du zapping, et ainsi de suite, c'est long, 90 minutes. Ce n'est pas comme s'il y avait des paniers de basket toutes les 3 secondes. Je veux dire, des buts, il va y en avoir 2, 3, 1, 2, 3 ou 0.
et donc ça peut être long. Et donc, ce qu'il faut, c'est donner ce contenu supplémentaire, cette capacité de. Et là, moi, je milite beaucoup pour ça parce que je pense que la Ligue devrait en fait prendre des initiatives. Et je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup de présidents qui aujourd'hui ont envie de ça en France. Et j'aimerais bien qu'on soit précurseur parce que je suis absolument persuadé qu'à horizon de 10 ans, 20 ans, on consommera le football différemment. Et au stade aussi, d'ailleurs. Excusez-moi. En parlant d'innovation, Pierrot, tu avais une question. Là, on va se recentrer sur le FCL. On s'est un petit peu excentré sur le foot en général. On revient sur le FC Lorient. Et Pierrot, tu avais une question justement en parlant d'innovation. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé il y a quelques années sur Twitter d'essayer d'organiser une compétition amicale l'été avec des clubs celtiques en parallèle un peu du festival. Est-ce que c'est toujours une idée que vous avez ou vous avez complètement abandonné l'idée? Non, j'ai pas du tout abandonné l'idée. Ça fait partie de mes projets il y a quelques années. Les équipes du club sont particulièrement au courant et on avait même une task force qui a commencé à travailler. La seule chose, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle le Covid qui est arrivé entre-temps. On a beaucoup de projets au niveau du club qui a quand même mis qui a mis en danger le club, qui a mis en danger tous les clubs en France, mais qui a mis en danger le nôtre, et qui a fait que il y a certaines priorités qui ont dû être un peu mises de côté pendant cette période-là. Mais c'est vrai que moi, j'avais une envie de fédérer des clubs autour d'un projet, autour de la culture celtique. On a le Festival interceltique à Lorient en préparation d'avant-saison et ainsi de suite. Donc, on a des choses très concrètes en tête. Maintenant, il y a beaucoup de choses concernant la faisabilité, notamment la disponibilité du stade, qui ont fait que voilà, mais ça fait. Il y a une personne au club qui est en charge de ça et travaille, et j'espère qu'on arrivera à quelque chose. Je ne sais pas si ce sera l'année prochaine, mais en tout cas, vous savez, on a un truc qui s'appelle le centenaire dans maintenant un peu moins de 4 ans, et d'ici là, j'espère qu'on va surprendre avec pas mal de belles choses, parce qu'on a des gens très très bien au club, et je les pousse toujours à essayer d'être innovants et de faire des choses intéressantes. Mais en termes de projet au club, il y a aussi qui ont malheureusement été être mis un peu en attente. Il y a la tribune à Kerlir pour avoir l'homologation du terrain pour les matchs de National 2. On a le développement de Kerlir aussi, parce que c'est pas quelque chose de statique, c'est vraiment quelque chose qui vit et sur lequel on a des développements qui sont. Mais tout ça, avec les difficultés financières qu'on a eues, ainsi de suite, il y a des choses qui ont été mises un peu en attente, mais on a les permis, on a tout ce qu'il faut pour faire cette tribune. Pierrot, tu avais une dernière question avant de passer à la conclusion de cet entretien? Ouais. On peut voir à l'étranger que de plus en plus, on a retour des tribunes debout. Est-ce que c'est possible de le revoir déjà en Ligue 1, on le revoit un peu à Lens, mais est-ce que c'est possible de le revoir à Lorient et quelles sont vos relations avec les groupes de supporters actuels? Écoutez, les relations, elles sont bonnes, je pense. Voilà, moi, j'ai des rencontres au moins une fois par an, voire 2 fois par an. Je vais souvent dans les coursives à leur rencontre quand je peux. Donc, je pense qu'il y a une bonne relation. Après, c'est vrai que le jour de la descente, il y avait toujours une bonne relation, mais ça a été un peu moins sympa. Mais voilà, au club, on a un référent supporter qui s'appelle Samuel Lotoré, qui facilite et fait vivre la relation avec les groupes de supporters. Pour moi, les groupes de supporters, c'est le poumon du club. C'est le poumon de l'ambiance au stade. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment J'avais d'ailleurs, c'était prévu de les rencontrer autour du match de Lyon. Donc, j'espère que ça sera reprogrammé soit pour le prochain match,
Je crois en septembre, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu, par exemple, la semaine dernière, il y a eu une rencontre entre les Merlus Ultra et le coach, un petit groupe de joueurs aussi. Et bientôt, il y a le COP Nord qui va aussi rencontrer. Voilà, on a ce type de rencontre aussi, de créer de la proximité. Voilà, après, c'est sûr que là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je ne sais pas si vous saviez, mais bon, au tout début, quand je suis arrivé à Lorient, c'est vrai que moi, j'avais été assez surpris par le manque de. Il n'y avait pas beaucoup Ferveur. d'ambiance, quoi. Hein. C'était. Ouais. Donc, il y avait beaucoup d'amateurs de foot, ça c'est sûr, de connaisseurs de foot, donc qui étaient capables d'applaudir l'adversaire, voilà, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas, en tout cas les premières années, il n'y a pas eu énormément de. Bon, donc on avait même envisagé une année d'envoyer en formation certains des COP. On avait parlé de formation en Angleterre notamment, et ainsi de suite. Bon, je vous avoue que je ne sais pas si ça s'est fait ou pas fait, mais en tout cas, il y avait eu des discussions. Et c'est vrai que il y a une ambiance très sympathique. Très impressionnante. Les joueurs, d'ailleurs, les joueurs en sont. Voilà, avec, il faut le dire quand même, la tribune sud qui fait beaucoup plus de bruit que la tribune nord. Et c'est vrai que pendant qu'il y avait, quand en Ligue 2, on avait la tribune. La tribune qui est opposée à la tribune officielle qui était fermée, c'est vrai que les joueurs se plaignaient qu'il y avait un manque fort d'ambiance sur cette tribune-là. Moi, je suis content des initiatives qu'il y a cette année pour essayer de développer l'ambiance dans la tribune nord. Ça, j'aimerais vraiment bien qu'on arrive à dynamiser le COP Nord, parce que avoir deux tribunes qui se répondent, ça peut tout changer dans le club. Et les joueurs, enfin, vous ne vous rendez pas compte l'importance que ça a pour les joueurs. C'est vraiment très, très, très important. Bon, après, quand on peut que se réjouir, quand on voit qu'à Rennes, il y avait 600 Merlus dans le parcage. Je crois qu'il y avait 150 Ultras, 150 du COP Nord, 300 indépendants. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très bien, et il faut qu'on reste sur cette dynamique-là. Et puis après, tout ça participe de la dynamique. Hein, et puis on va gagner des matchs, on va perdre des matchs, et il faudra, voilà. Et quand les supporters, les partenaires, ils sont aussi là quand on perd des matchs. Et voilà. Mais donc je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Vous m'avez posé la question Sur les tribunes fautes de debout, supporters, Moussard, c'est ça. mais vous y aviez répondu, je Ah, les crois. tribunes debout. Donc, sur les tribunes debout, sur la tribune debout, je sais qu'il y a une discussion actuellement. Alors, on n'est pas les seuls décideurs. Il y a évidemment les pouvoirs publics, il y a évidemment la mairie, il y a évidemment la ligue. Enfin bon, donc c'est quelque chose. Enfin, nous, tout ce qui favorise l'ambiance au stade, tout ce qui met à l'aise nos supporters pour être le plus en communion avec l'équipe. Enfin, moi, je suis toujours pour. Hein. Enfin, moi, j'étais le premier. Quand j'allais dans un stade, j'étais le premier à être debout et à pousser. Donc, il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, moi, je serai toujours derrière ce type d'initiative. On va conclure cet entretien là-dessus. On a 10 questions pour vous, un format pas du tout original, pas du tout inventé par nous. On vous pose 10 questions. Vous avez le choix entre deux réponses. Ça amène pas d'explication derrière. Et par contre, il n'y a pas le droit de joker. Ok. Et puis, on vous laissera le mot de la fin pour finir. On commence très rapidement. Fort bloqué ou Saint-Tropez? À fort bloqué. Cité de la Voile ou la City? Alors, moi, je suis pas très voileux, donc je suis pas un bon voileux, donc ça sera plus la City, même si j'y travaille pas. Didier Ndong à Sunderland ou Mario Lemina à Marseille? Comme plutôt Didier Ndong à Oui. Sunderland. D'ailleurs, on vous félicite pas assez pour celui-là. Bernard Casoni ou Michael Landreau? Quand Comment? Quand à quel moment? Ah bah en C'est général. pour quand? Vous n'êtes pas obligé de justifier votre réponse. Simplement, vous en choisissez. Elle est dure celle-là. On la passe si vous voulez. Michael Landreau.
Michael Landreau. 2022, maillot domicile ou maillot extérieur? Le third. Victoire en Coupe de France ou maintien cette année? Les deux. Ligue 1 18, Ligue 1 à 20? Ah bah maintenant, c'est Ligue 1 à 18. Malheureusement, le combat, il est terminé. 4-4-2 ou 4-2-3-1? 4-4-2. Il en reste 2. Gerbic volé à Brest ou Waris volé à Rennes? Vous avez dit Waris volé à Rennes, c'est ça? Ouais. Euh, Volé, le petit jeu de mots, bon, l'avion. Comment ouais, bah, les deux sont les deux. Je prends les deux. Et ensuite, Amazon Prime ou la Taverne? Bah, écoutez, il y en a une qui nous fait vivre et il y en a une autre qui fait vivre la communauté des supporters. Donc les deux. On n'a pas le budget d'Amazon. Merci Loïc Ferry. Un mot de la fin si vous voulez. Non, bah, bravo encore une fois pour ce que vous faites. Je trouve ça vraiment remarquable par rapport à la communauté du club et puis et de bien meilleure qualité que les débats sur RMC. Donc continuez et puis si le club peut vous aider d'une manière ou d'une autre de temps en temps, on n'hésitera pas à le faire. Ah ben, on prend les joueurs, les entraîneurs en interview quand ils veulent. Et s'il y a des matchs amicaux à commenter l'été, vous comptez sur nous, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Loïc Ferry d'être passé nous voir dans la Taverne. Merci à vous. Pierrot, on Lucas. a explosé le compteur d'une heure. Là, je crois qu'on a fait 1h45, non, je crois. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça avec nous. On est tellement aimables, les gens sont à l'aise dans la Taverne. Okay. Pierrot, Lucas, Cam, c'est Raph, merci. On se retrouve très vite dans la Taverne. Merci à tous de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est aussi grâce à vous qu'on arrive à avoir des interviews comme celle-ci. On remercie. On a quelqu'un à remercier pour cette interview en particulier? Le club qui nous a permis de faire ça. Hugo Mosquito. Et Hugo Mosquito, dont le tweet a été décisif là-dedans. Merci à tous. À bientôt à la Taverne. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt. Salut.